Je regarderai droit dans les yeux, comme ça, et puis je lui dirai « C'est l'amour qui fait de nous ». Allez, quatrième extrait. Je ne sais pas si tu m'entends, papa, mais... Ça n'a pas été facile pour moi. Maintenant, les choses vont changer. Je veux que tout le monde te connaisse. Qu'on parle de tes ouvrages, papa. Je veux qu'on connaisse tes rêves, tes idées. Oula, le beau mélo. Un jour, le fils de John Huston, Danny Huston, qui a voulu raconter la vie de Colette à l'écran, mais c'était un peu la vie de Colette pour les nuls. Enfin, non, pour les Américains, il y a une légère nuance. Bon, c'était un film, moi, j'ai pas du tout... Enfin, j'ai pas vraiment aimé, ni à faire, ni à voir. Bon, c'est un film à gros budget, tout ça, une grosse coproduction. J'avais comme partenaire Klaus Maria Brandauer, qui est un acteur allemand connu, et je ne dévoile rien en disant qu'il savait. Oui, il n'y a pas d'extrait avec lui, mais bon, c'était quelqu'un de très, très difficile et de violent. Donc ça a été un tournage très pénible. Mais voilà, ça arrive. Hein. J'ai tellement de belles rencontres par ailleurs que ça vaut bien d'en avoir une comme ça, difficile. Ça permet d'apprécier d'autant mieux quand ça se passe bien après. Mais ça vous a aussi permis de découvrir Colette, il y a toujours un côté positif, aller en repérage sur le château, je crois, où elle avait vécu. Oui, et puis moi j'aimais bien aussi changer d'époque. Enfin ça, je trouve que c'est des grands moments de jeu, quand on peut vraiment retrouver par les costumes aussi l'attitude, le comportement physique de l'époque. On ne se déplaçait pas de la même manière en corset ou en jean. C'est intéressant aussi de travailler là-dessus. Il y a 2 ans, la comédienne Andrea Ferreol a sorti ses mémoires et je l'ai interviewée et je lui ai posé une question. Je pensais qu'elle allait me renvoyer dans mes buts, tellement elle était évidente. Elle m'a dit non. Alors je vous la pose. Je lui ai dit, j'imagine que selon les films, une comédienne peut choisir tel ou tel parfum pour s'imprégner d'un personnage. Et elle m'a dit, je n'y avais jamais pensé. Est-ce que quand on joue les films d'époque, il y a quelques petits artifices au sens noble du terme, comme des parfums, des eaux de toilette, qui permettent, même si le tournage ne se passe pas bien, d'inventer. De s'immerger. Oui, d'inventer. Moi, je crois beaucoup en la force. Vous savez qu'on dit la Bible ne fait pas le moine. Moi, je pense le contraire. Les costumes sont un des moments. Chercher ensemble les costumes, ça conditionne vraiment l'attitude, le comportement, la tenue, la démarche. C'est très important et c'est pas du tout futile. L'approche du costume, du maquillage, des coiffures, etc. C'est vraiment c'est le travail de préparation qui amène à devenir, se mettre dans la peau de l'époque aussi. C'est très important ce travail-là. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais quand un tournage s'est si mal passé, est-ce qu'on n'a pas, même en tant qu'acteur, un regard biaisé sur le film? Moi, il y a des séquences dans le film où je le trouve vraiment, vraiment très bien. C'est possible, c'est difficile d'être complètement détaché. Non, je crois que si j'avais aimé le film, je serais passée au-dessus de ce qui s'est passé. Il se trouve que j'ai trouvé le film trop édulcoré, trop américanisé. J'ai trouvé que ça manquait de profondeur, en fait, sur cet immense auteur qui était Colette. Même chose pour Isabelle Eberhardt, que vous avez joué. Ça, alors là, je pense que c'est un des pires films de l'histoire du cinéma mondial. Je crois que là... Bon, bah, vous m'avez menacé de mort si j'en montre un extrait. Votre garde du corps est... Mais c'est très difficile de choisir d'après un scénario. Le scénario, c'est pas une œuvre qui est destinée à être vraiment lue, c'est une œuvre qui est écrite pour être destinée à être tournée, à être filmée, à être regardée, entendue. Donc l'écriture scénaristique, c'est très compliqué quand on est comédien d'avoir un avis, en fait, de pouvoir s'imaginer ce que va être le film d'après un scénario.
Là, Isabelle Ebrard était un personnage célèbre, une aventurière, une pionnière. Et puis, il y avait Peter O'Toole qui jouait dans le film. Donc, se retrouver dans le désert avec Peter O'Toole, je ne vois pas comment j'aurais pu refuser ça, en fait. Et puis, donc voilà. Et puis, ce film était complètement raté parce qu'on s'est rendu compte après coup que le réalisateur était un escroc, puisque quelques mois après le tournage, il était en prison pour vol de tableau, et que donc il avait réussi à escroquer les producteurs, et que des producteurs ont fait faillite. Enfin, ça a été terrible. Voilà, ça arrive, il y a des escrocs partout, et dans ce métier, il y en a beaucoup. Des prétendus artistes, il y en a énormément. C'est drôle parce que dans un film, c'est Peter O'Toole qui vole les tableaux dans Comment voler $1 million. Ah, ah oui, effectivement. On va passer à Toute peine confondue, le film de Michel Deville. Encore une adaptation d'un roman anglais comme pour Le cri du hibou. Tu mens? Je suis ta femme et je ne suis pas de la famille. Non, surtout pas toi. Je préfère sans accompagnement. Faites-moi plaisir. Oui. Dites à Thurston que c'est un sale petit connard vicieux. Pour élargir le débat, Michel Deville, pour ceux qui ont vu certains de ses films, c'est quelqu'un de très pointilleux, je crois. Il écrit sa femme et co-scénarise ses films, Rosalind Deville. Il fait presque du cinéma comme on fait une équation, je crois. Les plans sont super, il monte quasiment sur le tournage. Est-ce que pour une actrice, parfois c'est un peu comprimant, compressant? Je sais que le tournage s'est très bien passé, mais est-ce que parfois jouer sous la caméra d'un réalisateur qui est toujours dans le coup d'après, ça peut être un peu bridant? Disons qu'il avait une horloge dans la tête, donc il venait nous voir entre les prises et puis il disait « Là, c'est bien, ça fait 8 secondes, j'aimerais bien que ça fasse 7. » On l'a refait. Donc c'était extrêmement précis, on avait répété avant la musique de chaque phrase, le temps entre tel et tel mot. Donc c'était vraiment une horlogerie. Mais c'était très intéressant parce que c'était écrit, le montage était fait à l'écriture, ce qui est quand même du jamais vu. Donc il tournait que ce qui était à l'image. Donc on tournait la phrase sur le comédien, puis sur le contre-champ, on tournait la réponse, ou le regard. C'était vraiment très, très précis. Et effectivement, à la fois c'est quand même rassurant d'être cadré par quelqu'un qui a une vision. On a besoin, quand on est comédien, d'être porté par la vision du réalisateur. Et quand elle est précise, c'est plus rassurant. Mais c'est vrai que là, c'était un petit peu excessif et qu'il y avait peu de place. En tout cas, moi, je n'ai pas su. Je pense que d'autres comédiens, peut-être plus aguerris, ont su, eux, garder leur ton à eux et imposer un petit peu plus leur ressenti et leur rythme. Moi, j'étais encore très disciplinée, hein, comme une ancienne danseuse, donc je me suis pliée à ce qu'ils voulaient. Et donc, c'est vrai que je me suis sentie un petit peu formatée, on va dire. Mais avec quand même un langage très, très écrit, très travaillé, et un film très élégant, une qualité, voilà, de travail, une exigence que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, dans les années 90, Michel Deville disait qu'il perdait le contact avec le public, et il attribue ça aussi peut-être au fait que son cinéma était de plus en plus acéré, peut-être en vieillissant. Il y en a un qui s'en est bien sorti, je trouve que c'est Albert Dupontel, dans La maladie de Saxe. Le cri du hibou, toute peine confondue, point commun, ce sont des tournages hors Paris. Là, c'est à la frontière suisse. Est-ce que pour une comédienne, ou est-ce que pour les comédiens, pendant 6-8 semaines, ne pas rentrer chez soi le soir, ça change la donne pour un tournage? Je trouve ça mieux, oui. Moi, j'ai toujours préféré être en isolement, en fait, que la bulle soit aussi géographique.
mais je trouve que c'est plus facile d'être en autarcie dans le monde du film qui est en train de se faire, quoi, de ne pas être distrait par le quotidien. Ça aide. Pour certains rôles, vous écoutez des musiques différentes pour la préparation? La musique fait tellement partie intégrante de ma vie que je ne l'utilise pas précisément pour des rôles. Elle est tout le temps là. Elle est omniprésente, la musique. Donc, là, vous le saviez, par exemple, l'utilisation de ces quatuors à cordes par Deville. Vous le disiez avant, ça sera comme ça. Non, ça je me souviens pas. Je me souviens d'avoir découvert après et avoir trouvé cette musique très belle d'ailleurs. Face à un extrait suivant. I'll take the kids out back. My beautiful Irish. This opens the locker at Norfolk Greyhound Terminal. Inside is a clean passport and $10,000 cash. Your friends left it with me, in case you ever showed up. Take it, and go back to Ireland. Can't. What? You give your word? Huh? Go now. You know, once he kills whoever he's after, they'll send you back to prison. When I believe that, I'll use the key. Are you happy at least? Yes, sir. I love my children. And my husband, in my way. I mean... Some nights I can close my eyes and sleep. And no dead faces come to wake me. That's more than I ever had. You wouldn't have me give that up, would you? Give me some credit, will you? The Jackal. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous auriez des nouvelles de la petite fille qu'on voit à l'écran? La petite fille qu'on voit à l'écran, c'est que j'ai dans mes bras en arrivant dans la scène, c'est ma fille qui est là. Non! Montre-toi. Elle est grande maintenant. Voilà, parce qu'en fait, il y avait un bébé, un petit enfant qui était prévu pour la scène, qui était là depuis 6 h du matin. Et arrivé à la fin de la journée, le pauvre gosse, ça faisait 8 heures qu'il attendait, il n'en pouvait plus de fatigue, d'énervement, donc il pleurait à bouche ouverte, inconsolable. Ouais. Donc on n'arrivait pas à tourner, c'était la catastrophe, donc je les vois tous en panique. Ok, what do we do? Donc moi je me suis approchée du premier assistant, je dis, je suis venue avec ma fille en fait, donc elle est à l'hôtel, si jamais, peut-être qu'on... Ok, let's get Matilda's daughter right now. Et ils ont tout... les talkies et tout, ils sont allés chercher ma petite Sarah et un quart d'heure après elle était là dans mes bras et elle a tourné la scène. Mais ça c'était vraiment une expérience incroyable hein, de côtoyer des acteurs comme ça. Il y avait Bruce Willis, il y avait Richard Gere, icône. En tout cas ça a été vraiment très impressionnant de côtoyer ces comédiens qui travaillent beaucoup plus que les comédiens français. Ça j'hésite pas à le dire parce que c'est une réalité. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a énormément de concurrence. Hein. Là-bas, il y a tellement de comédiens qu'ils ne peuvent pas se permettre en fait de voir comment ça va se passer. Ils sont très préparés. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur un tournage, ils ont travaillé des semaines avec des coachs.
Là, Richard Gere, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais il a pris un accent irlandais, par exemple, ce qui n'est pas facile, et il avait un coach sur le plateau qui regardait entre chaque prise pour s'assurer que c'était bien. Ils travaillent tous beaucoup, quoi. Moi, j'ai adoré travailler avec les Américains, ça s'est produit plusieurs fois, et à chaque fois, je trouvais que les comédiens étaient tous hyper engagés, très près, Et il y a un système qui fonctionne différemment, il y a beaucoup moins de hiérarchie entre le réalisateur et les comédiens par rapport à la France où le réalisateur est tout puissant. Aux États-Unis, le réalisateur il est au même niveau que les comédiens, c'est le producteur qui est tout puissant. Le producteur qui peut virer le réal s'il veut. Donc il y a un travail qui se fait en collaboration où chacun travaille avec son expertise et donne le meilleur de lui-même. Donc on échange avec le réalisateur avant, qui apporte quoi, comment tu vois cette scène, moi je la vois comme ça, très bien, je prends en compte ton savoir-faire. Donc il y a un truc comme ça d'échange que moi je trouvais vraiment beaucoup plus profitable en fait, beaucoup plus propice au travail en fait. C'est des bonnes conditions de travail, franchement. À chaque fois que j'ai tourné aux États-Unis, j'ai adoré. Alors évidemment, il n'y a pas question de boire des coups, de manger ensemble. Hein, chacun mange dans sa roulotte, dans sa loge. On ne se voit pas après, on sympathise tout juste, quoi. Mais on n'est pas là pour ça. Donc moi, je préfère, vraiment travailler, quoi. Et Guy, en plus, était une grande gentillesse, était très détendu et très concentré à la fois. C'était super. À l'époque, vous disiez, les Américains font des films quand ils font la guerre, les morts en moins. J'ai dit ça. J'en ai dit de ces conneries, franchement. On sortait de la guerre en Irak. Ah là là. Non, ils sont... disons qu'il y a des enjeux sont très lourds hein, pour les Américains dans le travail. Et le cinéma, c'est une industrie très puissante. Donc il n'y a pas les mêmes enjeux qu'en France. C'est pas le même état d'esprit. Il y a des millions de dollars en jeu. Il y a des gens qui misent lourd, il y a des budgets, les choses ont un prix très fort, les comédiens ont des salaires déments, c'est toute une affaire, quoi. C'est un gros business, donc c'est très pris au sérieux. C'est moins détendu, mais bon, on n'est pas là pour passer du bon temps, on est là pour bosser. Moi, ça me va mieux, en fait, ce système. Il y a une énigme pour moi, c'est pourquoi le cinéma vous a raté comme mère. Paradoxalement, votre seul rôle de mère, ça a été très jeune, c'était La Passerelle. Donc en 89, là on vous voit un petit peu, mais je comprends pas. Faut demander aux réalisateurs, ils ne m'ont pas imaginé en maman. Mais ça c'est... de toute façon, c'est ça, hein, le métier de comédien, on est tributaire du regard de l'autre. Ça se... C'est comme ça. Alors on va passer d'un tournage massif à un tournage qui s'est fait en 3 semaines. Le voleur et la menteuse. Je vous ai menti tout à l'heure. Ah oui. En fait, j'ai 2 enfants. C'était aussi avec une trompette? Non, avec un saxophone alto cette fois. Le problème, c'est qu'il buvait. J'étais folle de lui. Pour m'en sortir, j'avais fait un tableau, les pour et les contre. Et en voyant le tableau rempli, je pouvais plus vraiment hésiter. Il y avait beaucoup de contre. Les pour? Bref, je m'en souviens pas tellement c'était petit. Faire l'amour, c'était pour ou contre? C'est une obsession chez vous. Un manque. Quand je lui disais que j'allais le quitter, il disait plus un mot et il partait toute la nuit. Il rentrait dans un état. C'est cette nuit-là que j'ai compris que je n'avais plus besoin de raison ni d'excuses pour quitter un homme. Je suis partie. Je suis partie avec mes enfants sous le bras. J'ai votre place à la fondre. J'ai plus faim. Encore un tournage loin de Paris, Normandie, 3 semaines. Oui, 3 semaines, alors tournage express. Ça incite, ça oblige à un peu d'improvisation. C'est très Lelouchien comme ambiance. Oui, c'était produit par Lelouch d'ailleurs, ce film. Et c'est par ce film que j'ai rencontré le père de mes enfants qui sont là. Et donc, c'était un film. Je crois qu'il y a eu une dizaine de personnes qui ont vu ce film. Ça a été un flop
totale. C'était une histoire voilà, de rencontre, de couple, une histoire d'amour sur fond de voleurs et de menteuses. Je me souviens plus trop en fait de ce film, je dois dire. C'est tellement loin. Quoi dire? On sent quand même l'esprit Lelouch derrière, je trouve. Voilà, dans ce côté un peu réaliste. Et par rapport à l'improvisation, est-ce que vous avez est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu mettre en œuvre de temps en temps, ou est-ce que c'est quelque chose qui est à venir dans votre carrière? Le fait de pouvoir peut-être être en roue libre parfois? Je crois que je n'ai jamais pratiqué l'impro, pour la simple raison que je ne me suis jamais retrouvée en situation de pouvoir le faire, et que donc je n'ai aucune pratique de l'exercice, et je sais que c'est un exercice très utile pour les comédiens. Moi-même, quand je fais travailler mes comédiens pour mes spectacles, je leur donne des cadres pour improviser. Donc moi je sollicite les comédiens à improviser pour solliciter leur créativité, mais moi j'ai pas été sollicitée dans ce sens, et donc je manque totalement de pratique, ce qui fait que si on me le demande, j'ai tendance à paniquer. Mais j'aurais aimé faire l'exercice, notamment avec Lelouch, qui fait ça très bien, et j'aurais adoré un jour être mise comme ça sur ce type de registre lelouchien par l'impro. Dans 2 mois, il y a un livre de souvenirs. Ah oui, alors en avril, il va sortir un livre que j'ai rédigé complètement seul, qui va retracer mon parcours artistique, un récit autobiographique. Je ne pensais pas qu'un jour je me lancerais dans cet exercice, et puis je l'ai fait. Voilà. Et je raconte des aventures qui me sont arrivées, qui sont assez rocambolesques. Il y en a certaines qui sont même très drôles, folles aussi. J'ai failli mourir sur un tournage. Donc, le film de Herzog, Le Cri de la Roche. De Werner Herzog. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Werner Herzog. C'est un très grand réalisateur qui a fait des films d'aventure insensés. C'est un homme de défi. Lui, je pense qu'il utilise les films, le cinéma comme un prétexte pour aller dans des endroits où personne ne va dans le monde. D'ailleurs, les sujets de ces films traitent eux aussi de grands défis. Fitzcarraldo, il s'agissait de mettre le bateau, de faire passer le bateau par une montagne. Enfin, c'est fou. Ces films sont fous et gigantesques et sont des défis à faire. Et il s'agit d'histoires de défis aussi. Donc, moi, j'étais hyper heureuse de partir à l'aventure avec lui, parce que c'est une vraie aventure. Et cet homme est un homme exceptionnel, un authentique aventurier. C'est pas une posture, c'est pas un air qui se donne, c'est un vrai amoureux de la nature, un vrai amoureux des performances physiques. Il est lui-même très très robuste. Il nous dépassait tous. Et moi, j'ai failli mourir suite à un accident de cheval sur ce tournage. J'ai voulu prendre le cheval pour éviter l'hélico qui balançait par des vents de 100 km/h. On vomissait par jet. Enfin, c'était vraiment fou. On se tenait la main. Il y avait Donald Sutherland dans le film. On croyait qu'on allait mourir tous les jours. Et puis moi, j'avais pris le cheval pour échapper justement à la mort. Et je suis tombée de cheval. Et je me suis retrouvée dans le coma avec un choc cérébral. Et j'ai perdu l'odorat à la suite de ça, cet accident, pendant une vingtaine d'années. Mais c'est revenu un petit peu, donc... Mais bon, ça a été un souvenir. Alors, je suis presque plus dans le film, puisque du coup, comme j'étais dans le coma quasiment tout le tournage, du coup, je suis quasiment plus dans le film. Je l'ai découvert au Festival de Venise. Donc, j'étais hyper contente d'aller au Festival de Venise. C'était la première fois. Je retrouve Sutherland, que j'adore, et Werner Herzog, que j'adorais. On dit, oh, vivement qu'on voit le film. Et là, je vois que je suis plus dedans. Bon... Mais cette aventure est restée vraiment gravée dans ma mémoire, et j'en parle beaucoup dans mon livre, et je parle beaucoup de ces personnes exceptionnelles que j'ai rencontrées, notamment sur l'équipe technique. Il y avait beaucoup d'alpinistes, de spécialistes des conditions extrêmes. Ça aussi, c'est des sacrés types, quoi. Les types, ils vont planter des passerelles sur les montagnes, dans les glaciers, ils perdent leurs orteils, c'est pas grave, enfin bon, c'est des gens quand même... C'est des profils fous, quoi. Donc j'ai côtoyé ces gens-là, moi j'ai trouvé ça fantastique. Fantastique. Grande expérience. C'est vraiment une rencontre insolite. Entre vous et moi,